Alors j'avais un beau discours écrit, dactylographié, puis je l'ai complètement mis de côté parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler avec mon cœur. J'ai envie de vous parler avec mon cœur parce que finalement cette aventure, Thierry vient de nous le dire, c'est une aventure qui a commencé il y a très longtemps. Elle a commencé quand à 18 ans, je me suis dit, très idéaliste, plein d'idées, qu'un président de la République c'était important, et je m'étais mis à l'époque, jeune candidat au bac, derrière Chaban-Delmas, qui a perdu. Au deuxième tour, je me suis mis derrière Giscard d'Estaing, puis ça n'a pas vraiment été pour moi, tout au moins, une réussite extraordinaire. La conséquence, elle a été fort simple, c'est que, certes, mon candidat a perdu, mais moi, j'ai raté le bac. C'était mon début en politique. Je suis arrivé à Lille. Lille, étudiant, on a quand même du temps libre. Ça, le temps libre, on connaît tous. Alors, à l'époque, j'ai regardé d'abord. Et puis, lors de la fondation du RPR en 1976, encore plein d'idéal, plein d'utopie, j'ai foncé et je me suis inscrit finalement dans ce mouvement gaulliste, dès le départ, dans les premiers. Ça a été une expérience assez amusante, assez enrichissante. À l'époque, je me suis aperçu que certains utilisaient la politique pour faire carrière. Je pense à Chauvière, pour être plus clair. Et que les idéalistes, ceux qui y allaient parce qu'ils avaient des convictions, il fallait également qu'ils se battent. Parce que rien n'était gagné d'avance et que les coups bas étaient réguliers. Revenu à Valenciennes comme médecin, je me dis, tiens, ça serait bien de faire quelque chose à Valenciennes. Valenciennes est en train de s'endormir. Valenciennes est en train de tout doucement mourir. À l'époque, les commerces fermés, les usines fermées, c'était, vous vous rappelez, le début, c'était la crise du charbon, déjà. Puis, derrière, la crise de la sidérurgie. On nous avait promis le redémarrage du charbon et de l'acier, et on a eu la fermeture du charbon et de l'acier. 35 000 emplois qui ont été fermés en quelques années, c'était épouvantable. Et à l'époque, j'ai été voir quelques personnes, puis je leur ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Même m'inscrire, parce que j'étais encore dans cette logique de parti politique, même m'inscrire au parti politique qui était le RPR à l'époque, c'était impossible. Tout était sclérosé, tout était fermé, tout était bloqué. J'ai dû, pour prendre mon timbre, j'ai dû aller le prendre à fourmi. Parce qu'à Valenciennes, j'étais pas le bienvenu. Surtout, ne bougeons pas. Oh, ils avaient tout, hein. Ils avaient un sénateur, ils avaient un conseiller régional, ils avaient un député, ils avaient un conseiller général. C'est à peu près la même situation que maintenant, d'ailleurs. Et puis comme je ne pouvais pas faire bouger les choses de l'intérieur, j'ai eu envie de les faire bouger de l'extérieur. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques personnes. On a eu des anecdotes extraordinaires. Des gens qui me disaient, allez-y, vous avez raison, il faut y aller. Mais ne vous inquiétez pas, je serai avec vous si vous êtes en train de gagner. Et si vous êtes en train de gagner, c'est moi votre chef, mais attendez, c'est moi qui décide. Je vous dirai qui c'est qu'on prend et à quelle place. Je vais vous taire les noms, parce que ça ne serait pas gentil, ils sont en mairie de Valenciennes actuellement. Alors on a été voir Borloo. On a été voir Borloo, qui à l'époque avait repris le foot. Et il ne faut pas se le cacher, même si à l'époque je ne l'ai pas perçu tout de suite, il était venu en partie pour ça. Il avait une ambition pour lui et pour la ville. Et les deux choses allaient en commun. Car à l'époque, Jean-Louis était l'homme de la situation et je ne regrette rien. On s'est vus tous les deux, puis 4, puis 6, on était très peu. Très très peu. Il faut savoir que si on nous donnait 3% fin décembre et 12% le soir du premier tour, bien qu'on ait fini à 47 le soir du premier tour, tout le monde avait peur. Tout le monde était un peu menacé, personne ne pouvait bouger. Parce que sinon, attention à ton commerce, attention à ton poste, à la ville, à l'agglo, au CITUR, au CIAV. Je retrouve en ce moment exactement la même situation, les mêmes ambiances, le même sentiment.
Et ça renforce encore ma conviction. Vous savez, évidemment que ça me rappelle 89. À l'époque, Jean-Louis, je l'ai logé dans un appartement parce qu'il ne trouvait pas de logement, on n'en voulait pas. Les agences immobilières avaient reçu des ordres, pas de Borloo. Et il ne trouvait pas d'appartement. Il a fallu que je le loge dans un appartement que j'avais acheté afin qu'il puisse non seulement y habiter et pouvoir voter, mais également toute la campagne électorale s'est déroulée chez moi. Donc oui, Jean-Louis Borloo, j'assume. On a fait beaucoup de choses. Et jusqu'à son départ pour Paris, je pense que la ville est partie de l'avant. Alors ça me fait surtout penser, pas seulement à 89, mais surtout à des souvenirs beaucoup plus proches, et pourtant déjà si lointains. C'est 2008. 2008, on est quelques copains un peu fêlés. Il fallait être un peu fêlés. On était 6, 7, à se réunir rue de l'Abreuvoir et à dire il faut faire quelque chose. On va faire quelque chose. La ville n'est plus gérée comme on le veut. L'hôtel de ville n'a plus de vision de l'avenir. Et puis on n'écoute plus les gens. Or certes, on fait des réunions et des réunions d'information. Puis si vous posez une question, ben, je suis désolé, c'est pas possible. C'est la seule solution. On se demande pourquoi on a fait une réunion pour discuter. Et ces 5-6 personnes, ben, elles ont commencé. On a fait notre association, qui existe toujours, qui est le support de notre campagne politique, qui s'appelle l'UDNI, c'est-à-dire l'Union des non-inscrits. N'y voyez aucune similitude avec l'UDI, puisque ça a été fondé bien après l'UDI. On est de droit d'auteur, à la limite. On avait déjà fondé le blog. Parce que si moi, mon idée, c'était certainement pas faire de l'opposition systématique au conseil municipal. Dire, oh, je suis là, vous avez vu, je suis encore vivant. Non, ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Moi, mon ambition, elle était simple. C'était déjà poser des jalons par cette association. C'était déjà poser des jalons par ce blog en mettant déjà des idées. Ma première expression sur le tramway, c'était dans le blog. Puis au conseil municipal. Mais c'était également de commencer à aller écouter les gens. Ce que vous êtes en train de faire tous, chacun de vos côtés, dans les quartiers, dans vos rues, chez vos amis, vos voisins, votre famille, eh bien on a commencé à le faire dès 2008. Parce que c'est bien en écoutant les gens, c'est bien en étant proche d'eux, qu'on arrive à faire un programme, qu'on arrive à être en adéquation à ce qu'il faut à cette ville. Et depuis 2008, on est dans ce scénario. 6-7. Regardez combien nous sommes. Tout le monde ne peut pas être là. Il y en a la moitié qui sont en train de se geler dehors. 6-7. Et maintenant, un magnifique QG, en plein centre-ville, place du Général de Gaulle, avec des gens partout, une équipe extraordinaire. Regardez ce qu'ils ont réalisé là en 24 heures. Et puis le travail a commencé. Les idées, finalement, on s'aperçoit que ces idées, on les a déjà en soi. Parce que vous savez, vous avez tous un coin qui vous passionne. Vous avez tous des choses qui vous passionnent. Une maison, des idées, une passion, de la culture, que sais-je, un sport. Moi, j'ai une passion, c'est Valenciennes. Et j'ai baigné dedans. J'ai toujours vécu dedans. Mon grand-père, mes grands-parents étaient passionnés, mon père était un puits de science et adorait ça. Et en fait, j'ai pas beaucoup de mérite parce que tout petit, c'est un peu comme pour VA. VA, j'adore, pas que j'aime le foot, j'aime pas le foot. Je vais vous dire un secret, j'aime pas le foot. Quand il y a un match à la télé de foot, je regarde pas. Je regarde mon fils en face, il a un mal fou à me faire rester. Un mal fou parce que lui, il adore. Ce que j'aime, c'est pas le foot, c'est VA. Parce que VA, c'est les journées que j'ai passées avec mon père au stade, c'est les journées que j'ai passées avec Borloo au stade, c'est les journées, c'est les soirées plutôt que j'ai passées avec mes fils au stade et puis avec mes amis. Et cette passion, elle est là. Et bien pour Valenciennes, c'est la même chose. Quelle équipe? Une équipe unie, une équipe solidaire,
une équipe diverse. Vous savez, la liste qu'on va vous présenter, les gens ne sont pas là pour faire une carrière, ils ne sont pas là que pour un poste. On a actuellement plus de gens, je vais rassurer ceux qui pensent qu'on n'a pas les gens nécessaires, un peu plus loin, à 200-300 mètres d'ici. On a trop de personnes, trop de volontaires, trop de gens qui ont envie de faire bouger les choses. C'est-à-dire, c'est un comparatif avec 89 qui est bizarre, parce que en 89, quand on a voulu faire les listes, il en manquait déjà 9. Et il a fallu compléter avec des volontaires qu'on a trouvés à la dernière minute. Donc finalement, la situation, elle est encore meilleure. Ces gens, ils sont tous reliés finalement par la passion de Valenciennes, ils sont tous reliés par un idéal commun. Alors le programme, on l'a fait ensemble. Vous avez vu, aujourd'hui, on a essayé de mettre en vitrine, si vous avez été regardé, une dizaine de personnes à l'honneur. Ce n'est pas les 10 premiers. Hein. C'est 10 personnes qu'on a choisies parce qu'elles représentaient une histoire, parce qu'elles étaient volontaires, parce qu'il y avait une diversité. Il y a quelqu'un de la Briquette, il y a quelqu'un du Vignoble, il y a quelqu'un du centre-ville, il y a quelqu'un de Carpeaux, il y a quelqu'un de Saint-Michel. On a mis une dizaine de personnes différentes, d'origine et de localisation différentes, avec des métiers différents. On a voulu montrer aux Valenciennois qui vont se balader dans la rue que, eh bien, c'était pas un homme seul. Quand on a mis la première, au moment de la braderie, c'était un peu un homme seul. Il fallait faire monter le taux d'autorité. Maintenant, c'est plus un homme seul. C'est une équipe, et ça sera bientôt un programme dans les boîtes aux lettres. On a mis en place une devise. Cette devise, vraiment, on essaye de la faire partager. En tous les cas, elle est partagée par toute l'équipe. C'est l'équipe, c'est, allez, 60 personnes, plus une cinquantaine de personnes qui ne viennent que pour distribuer des tracts. Merci à tous. Rien que pour distribuer les tracts. On est capable maintenant de faire la ville en 3 jours, 4 jours. C'est une performance dont je suis fier, dont vous pouvez être fier, et qui montre que des gens se dévouent sans rien demander en échange. On a une devise qu'on a mis en place dès le départ, c'est écouter, décider, agir. Rien ne peut se faire si on n'écoute pas les gens. Vous avez le droit d'avoir vos idées, j'ai mes idées, mais si on n'écoute pas et qu'on n'arrive pas à les faire partager, on perd notre temps. On ne peut pas être suivi. Décider, c'est parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'on décide. On a bien écouté. On a essayé de modifier finalement le projet que l'on avait en fonction des besoins des gens réels, et pas d'idéologie toute faite et fabriquée d'avance. Et puis à la fin, on agit. Parce qu'on a respecté cet ordre. Là-bas, à 300-400 mètres, l'équipe existante, quand ils arrivent à être d'accord, parce que quand vous les écoutez dans la presse, il y en a un qui est pour le 4e pont, l'autre qui est contre, il y en a un qui va défendre Auchan, aller à Paris, et puis l'autre qui est contre, mais qui s'abstient lorsqu'il y a la CDEC. On a un peu la cacophonie, mais quand ils arrivent à être d'accord, moi je trouve que leur devise, c'est « oh, elle ressemble à la nôtre ». Mais c'est pas tout à fait la même. C'est décider. Ils décident. Le projet, c'est ça. On va faire un jardin place sur Rieur. On va le faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On va construire une magnifique maison de retraite, et puis ceux qui sont contre, c'est qu'ils sont contre les lieux. C'est pas parce qu'ils sont pour les jardins, hein, c'est parce qu'ils sont contre les lieux. Et puis, le deuxième, c'est écouter. Alors là, ils écoutent, puis ils s'aperçoivent qu'il y a de la contestation. Que les gens ne sont pas d'accord. Ils trouvent qu'une maison de retraite, c'est une bonne idée, mais qu'il faut mieux la construire sur un jardin public. Parce qu'avec l'agenda 21, et puis tout ce projet de Jean-Louis sur l'écologie, c'est peut-être quand même bien de garder les jardins publics. Alors ils écoutent, et comme ils s'aperçoivent que les gens sont furieux, parce que le projet il est incohérent, eh bien ils reculent. Et si notre devise à nous c'est écouter, décider, agir, la leur c'est décider, écouter, reculer. Alors les Valenciennes m'ont d'abord dit, Didier, docteur, monsieur Legrand, c'est bien, vous êtes relativement connu, vous avez un passé politique qui plaide en votre faveur, parce qu'on sait que vous avez des compétences, vous les avez acquises en 25 ans de carrière politique au sens gestion de la cité, au sens noble du terme. Mais vous êtes seul. Aujourd'hui, on leur prouve que non, on n'est pas seul, on est nombreux. Bon, d'accord, vous êtes nombreux,
Vous êtes capable de faire une liste, mais votre programme, vous avez mis un programme. Vous y allez pas seulement parce que vous êtes contre un certain nombre de choses. Vous y allez parce que vous êtes pour un certain nombre de choses et que vous avez des choses à proposer. Ben oui, oui, on a évidemment énormément de choses à proposer. Alors permettez-moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous dévoiler l'intégralité du programme. C'est pas possible. D'abord parce que sinon ça sera dans le journal demain puis qu'on n'aura plus rien à dire après. Et puis ensuite parce que attendez, il y a 45 000 habitants à Valenciennes. Le programme, je ne vais pas faire un discours à la Fidel Castro. 4 heures de discours pour qu'à la fin, vous disiez, ras-le-bol. Donc on va le mettre sur papier, puis vous allez le distribuer toute boîte, pour que les gens puissent le lire. On va être reçu évidemment par la presse et on pourra en parler. La presse qui d'ailleurs nous manifeste un intérêt plus soutenu. Nous avons le plaisir de passer sur FR3, nous avons eu le plaisir d'avoir un entretien avec Le Point. Il y aura un spécial Valenciennes vers le 15 février. J'espère que les articles seront bons. Je suis jamais sûr, les journalistes disent ce qu'ils pensent, ils ont bien raison. Alors ce programme, on l'a diffusé là. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Eh bien, je vais vous en diffuser quand même un petit morceau. Je vous ai dit que Valenciennes, pour moi, c'était un rêve. Eh bien, je vais vous expliquer un de mes rêves. Vous voyez les tertiales? Non, c'est vrai, j'aurais pu vous parler du Mont-Piété. Mont-Piété, c'est ce magnifique bâtiment qui a été fondé par Elisabeth Duhainaut pour casser le pouvoir des usuriers qui étaient sur Valenciennes. C'était finalement une politique éminemment sociale à l'époque, dans lequel mon grand-père est né et dont le dernier directeur était mon arrière-grand-père. J'aurais envie de vous en parler du Mont-Piété. Je sais que les amis du musée ont envie de faire un musée dedans. Je pense qu'il faut y faire quelque chose. J'aurais pu vous parler de la piscine. J'aurais pu vous parler de nos quartiers. Il y a tellement de choses à faire dans les quartiers, dans les équipements sportifs, dans l'habitat, dans l'urbanisme, de la salle Chana. J'aurais pu vous parler d'énormément de choses. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous raconter un rêve. Imaginez, vous êtes sur les tertiales, en face de la faculté de droit et du Phénix. Il y a plus de 3000 étudiants là. Vous savez, Valenciennes est une grande ville étudiante. On a une université de qualité, avec des cours qui sont reconnus dans la France entière, et parfois même à l'extérieur, à l'étranger. Moi je les vois, ils viennent dans mon cabinet. Il y a des gens qui viennent du Canada, il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. On a une université reconnue, il y a 10 000 étudiants. Vous les voyez où, les étudiants? On est 41e ville sur 42 dans le classement universitaire, dans la qualité de vie des étudiants. Et vous les voyez où? Ils achètent où? Ils vivent où? Pas ici. Autant de pouvoir d'achat perdu, autant de richesses perdues, autant de créations d'emplois derrière qui sont perdus. Eh bien, vous êtes sur les tertiales. Vous avez là un magnifique patio, c'est de l'herbe. Oh, c'est propre, c'est beau, c'est sympathique. Imaginez qu'on fasse là un campus. Un minimum d'équipement au service des jeunes et des étudiants, avec une sécurisation. On peut mettre des caméras pour éviter que les bancs soient systématiquement occupés par des gens qui ont envie d'embêter les autres. Avec un terrain multisport pour les étudiants. Attendez, il y a 3000 étudiants, il n'y a rien à leur disposition. Un campus au service de la jeunesse et des étudiants. Imaginez juste à côté. Vous avez cet hippodrome, ce bâtiment d'origine militaire dans lequel notre cavalerie s'entraînait, qui ne sert à rien, qui est vide. On est quelques-uns à y avoir été dans le temps pour des spectacles ou des combats de boxe, des choses comme ça. Les jeunes, ils ne se rappellent même plus. Dans leur programme de 2008, c'était marqué qu'ils allaient faire la deuxième tranche. La première tranche, ça devait être un coup de peinture. La deuxième tranche, ça devait être une deuxième coup de peinture, mais il n'est pas encore arrivé. Imaginez qu'on fasse là un véritable équipement multiculturel dans lequel nos gamins, quand ils veulent faire un orchestre de rock, ils savent où aller, ben, ils pourront aller là. Dans lequel, si vous voulez faire un petit peu de culture, de théâtre, que sais-je, n'importe quoi, ils pourront aller là. Un magnifique équipement au service de notre jeunesse. Imaginez, vous remontez juste à côté.
vous remontez par cette coulée verte. Pour l'instant, on devrait l'appeler la coulée brune. Il n'y a pas d'eau, il y a des ordures partout, il y a des tags, et c'est l'insécurité. On ne serait pas beaucoup à y passer cette heure, parce que c'est actuellement l'insécurité. Mais imaginez la remise en eau, et imaginez de la propreté, imaginez de la sécurisation, nos flics municipaux qui peuvent y passer, se montrer. Imaginez tous ces étudiants avec, là aussi, du mobilier urbain simple, mais de qualité et assez solide, qui permettent à nos étudiants de s'y trouver bien. C'est juste à côté du campus que je viens de vous faire. Et nos étudiants, là, nos 3000 étudiants, ils remontent. Et ils arrivent ici. Ils arrivent là. Parce que cette coulée verte, elle peut passer derrière la synagogue. Et elle arrive juste à l'entrée de ce bâtiment énorme, qui est une ruine. Qui est une ruine montée au-dessus. Et regardez, vous comprendrez ce que je vous dis. Vous êtes juste à côté de la caserne Vincent et Monzier. Vous avez un espace immense. Et ça fait 10 ans qu'ils nous promettent qu'ils vont faire quelque chose dessus. En 2008, ils nous avaient dit, on va faire le petit bourg. Ah, le petit bourg, c'était super. Il y avait des commerces, il y avait du stationnement, il y avait une galerie, il y avait des tas de choses. Le petit bourg, je ne sais pas où il est. Là, ils vont nous proposer quelque chose, c'est de mémoire une société de promotion immobilière qui va reprendre le dossier, puisque le dernier challenger, qui était un promoteur hollandais, a laissé tomber début janvier. Donc, je crois que la lettre recommandée, elle doit dater du 3 ou du 4 janvier. Ils vont certainement mettre à ma connaissance une société comme Créer Promotion et ils vont nous refaire du logement. Moi, j'ai une idée différente. D'abord parce que le coût du logement, ils nous l'ont déjà fait. C'était en 2007. Et puis je pense que la ville, elle a besoin de plus. Et moi, j'ai rêvé autrement. Imaginez un marché couvert sur le rez-de-chaussée. Un marché couvert permanent dans lequel on peut ramener tous ces commerçants alimentaires et divers qui vont sur la place verte et qui sont un peu dans la désolation parce qu'ils sont à l'extérieur de la ville. Imaginez qu'on les rapatrie là. Et au-dessus de ce marché couvert, un parking. Parce que circuler et stationner à Valenciennes, c'est particulièrement difficile. La politique, depuis 10 ans ou 15 ans, ça a été systématiquement, on supprime les places. Et on diminue la voirie pour empêcher les voitures de circuler. Le résultat, on est 5e ville la plus polluée de France, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et je pense que si on est 5e ville, nous qui avons toujours, soi-disant, mis l'écologie en avant, si on est 5e ville la plus polluée de France, on est plus pollué que Lille. C'est sans aucun doute parce que les voitures, quand elles sont en ville, elles stationnent, elles ne bougent plus. Elles n'arrivent plus à bouger. Le moteur est allumé, les particules sortent derrière, et puis la pollution se diffuse. Imaginez 450 places de parking, avec une évacuation et une entrée directement par les boulevards, par la rue de l'Abreuvoir. Ils ne rentrent plus dans le cœur de ville. Et pourtant, ils y sont. 450 places de parking. Imaginez un équipement culturel. Vous savez, Valenciennes, on l'appelait l'Athènes du Nord. C'était la ville des Grands Prix de Rome. C'était la ville de la culture. Maintenant, on a une culture qui est extrêmement élitiste. Ah, c'est vrai, on a un magnifique équipement, c'est Phoenix, je ne le renie pas. J'aime beaucoup également le musée de Valenciennes. Mais la culture elle-même, la culture populaire, la culture de chacun, celle-là, on ne la rencontre plus. Et si vous voulez aller au cinéma, vous êtes obligé d'aller au Gaumont. Et c'est vrai que quand on a fait Gaumont, on avait promis qu'il resterait du cinéma centre-ville. Ben, il y a moyen, on a regardé, c'est faisable. On l'a fait ailleurs, sur d'autres grandes villes qui ont pourtant des multiplexes à la porte de la ville. On fait 2 salles ou 3 salles de cinéma, pas une chose énorme, gérée par une association Jean Ciné Club. C'est fait ailleurs. Et on s'associe avec le Gaumont, et s'il ne veut pas, ben on ira voir Pathé. S'il ne veut pas, on ira voir quelqu'un d'autre. Et on met des films, soit, vous savez, ils n'arrivent pas à mettre tous les films. Mais il y a des films qui sont en fin de parcours, ou qui, dont la jauge n'est pas suffisante pour là-bas. On peut avoir là un équipement culturel qu'on pourrait appeler en effet l'espace Jean Mineur, qui, juxtaposé avec le parking et puis le marché couvert, pourrait faire rayonner de ce quartier.
Imaginez tous ces gens qui vont sortir de l'ensemble de cet équipement. Et ça, c'est nous qui le décidons, puisque ça sera un projet municipal. On ne dépendra pas de tel ou tel promoteur hollandais qui, vu la crise, n'osera pas le faire et reculera régulièrement. Imaginez tous ces gens, ils vont aller où? Ben, ils vont aller dans les commerces. Ils vont aller dans les cafés. Ils vont les faire vivre la rue de Lille, qui est en train de mourir lentement. Imaginez. Imaginez cette caserne Vincent. Imaginez cette caserne Ronzier. C'est-à-dire tout ce bâtiment, si vous montez sur le flunch, là vous pourrez regarder, c'est fantastique. On a un espace. J'ai dit qu'il fallait rapatrier les étudiants. Or, j'ai bien entendu au conseil que les étudiants, ils avaient tout ce qu'il fallait. 41e sur 42. Il n'empêche que leurs résidences à Aulnoy, elles sont pitoyables. Pitoyables. La caserne Ronzier, le maire de Valenciennes, il a mis le préfet, il a mis le sous-préfet au tribunal parce que il n'arrivait pas à se mettre d'accord avec. Évidemment, il veut mettre un promoteur. Le sous-préfet, il dit l'État, il n'a pas de raison de faire un cadeau à un promoteur. Alors moi, ma proposition, elle est différente. Et je pense qu'on aura une approche avec l'État qui sera différente, puisqu'on s'en aura comme un associé, le Crous. On va faire là, au moins une résidence étudiante. Après, c'est tellement vaste qu'on peut imaginer encore d'autres projets. Et vous serez là pour me les susurrer à l'oreille. On peut avoir là plusieurs centaines d'étudiants. Au bord de la ville. Dans la ville. Et pourtant, suffisamment isolés pour que les nuisances inhérentes à un monde étudiant soient contingentées dans cette ancienne caserne. Imaginez ce que tous ces étudiants vont faire dans les cafés, dans les restaurants. Et pour finir ce rêve, je me suis dit, la culture des précédents, c'était le festival du cinéma, un festival de cinéma qui coûte plus de 500 000 €. C'est beaucoup, hein. Je voudrais bien savoir qui est-ce qui va au festival de cinéma chaque année ici. 500 000 €. J'espère. Et eh bien moi, je vais vous proposer le rêve de quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui va s'occuper de la culture dans notre équipe, c'est Kostia. Et Kostia, elle a imaginé, elle a rêvé un autre festival. Ce festival, ça serait le festival du rire, le festival de la joie, le festival du bonheur. On va aller chercher quelques dizaines d'humoristes. Oh, pour bien, tout le monde est grand, hein. Certainement pas Dieudonné. Mais des gens qui sont dans le métier, qui ont envie là aussi de rayonner, et on va les faire passer d'un café à un autre café, d'un restaurant à un autre restaurant, d'une salle de spectacle à une autre de spectacle. Ça coûtera beaucoup moins cher. Et on va réellement animer la ville. On va réellement la faire bouger. Alors, vous voyez, ce rêve parmi les rêves, bien finalement c'est une partie de mon programme, c'est une partie de votre programme. Rien n'est bloqué, rien n'est fixé, on va continuer à écouter. Mais c'est finalement ce rêve, mon souhait pour 2014. Valenciennois, je me bats pour toi. Valenciennois, nous nous battons pour vous tous ensemble. Et moi j'espère que le 23 mars, ça soit également le printemps de Valenciennes. Merci à tous.